Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder le fonds de commerce. De manière générale, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un fonds de commerce. Et bien évidemment, du point de vue juridique, nous allons voir les bases et les assises juridiques qui réglementent ce fonds de commerce. Et nous allons enchaîner par la suite pour tout ce qui est éléments, les composants de ce fonds de commerce, de quoi il est composé de manière générale. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un fonds de commerce? Un fonds de commerce, c'est tout simplement l'ensemble des éléments qui permettent à un commerçant d'attirer une clientèle. À titre d'exemple, on peut citer le cas d'une boulangerie. Les éléments de cette boulangerie qui permettent de lui attirer une clientèle, c'est tout simplement le nom commercial, le matériel, l'emplacement et le personnel qui a une bonne relation avec les clients. Le fonds de commerce est composé de deux catégories d'éléments, des éléments corporels et des éléments incorporels. En ce qui concerne les éléments corporels de fonds de commerce, il s'agit de biens meubles corporels. Les biens immeubles ne peuvent pas faire partie des fonds de commerce. Il s'agit de deux sortes d'éléments corporels, d'une part le matériel et l'outillage, d'autre part les marchandises. Ces éléments corporels ont pour point commun leur caractère facultatif. Donc, concernant le premier élément corporel, le matériel et l'outillage, il s'agit des machines, de l'équipement, des outils qui vont servir à l'exploitation des fonds et qui sont la propriété des commerçants. Exemple, les machines, le mobilier de bureau, le matériel de transport, les agencements. Ils peuvent être absolument essentiels. C'est le cas de l'entreprise de travaux publics ou de transport routier. Il faut d'abord par son matériel. Par exemple, une société de transport doit obligatoirement avoir des matériels pour pouvoir déplacer ou transporter les marchandises et les passagers d'un point à l'autre. Mais il existe d'autres sociétés qui ne nécessitent pas l'existence immédiate d'un matériel, ou pratiquement inexistant. C'est le cas par exemple des commerces de distribution, de vente ou d'alimentation où on met les marchandises. Il n'est pas besoin d'un équipement spécifique. Il arrive que ce matériel de caractère normalement mobilier prenne une nature immobilière, devient plus précisément immeuble par destination, lorsqu'il est affecté à l'immeuble dans lequel le fonds est exploité. Le deuxième élément corporel, les marchandises. C'est d'une part les matières premières et produits semi-finis servant à la fabrication, et d'autre part les produits mis en vente et qui sont la propriété des commerçants. Les marchandises peuvent être parfaitement inexistantes dans un fonds de commerce. Les agents de change, par exemple, n'ont pas de stock de marchandises. C'est donc comme le matériel, un élément facultatif des fonds de commerce. Lorsque cet élément existe, il arrive qu'il soit difficile à distinguer des matériels. Lorsque, par exemple, l'entreprise utilise pour son usage personnel les produits qu'il fabrique et qu'il met en vente, comment distinguer matériel et marchandises? La qualification réside d'un critère simple. Le matériel est stable au sein de l'entreprise, alors que les marchandises qui ont vocation à être vendues, ils ont un caractère essentiellement fugitif. Donc le deuxième élément incorporel de fonds de commerce. Ce sont les éléments les plus importants des fonds de commerce. Il s'agit de la clientèle et de l'achalandage. L'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, cette liste n'est pas limitative. Les droits de propriété industrielle et les autorisations administratives jouent aussi souvent un rôle essentiel lors de la création ou du développement de l'entreprise. Il convient de commencer l'étude des éléments incorporels par le plus important d'entre eux, la clientèle. On distingue
entre la clientèle et l'achalandage. Le mot clientèle désigne les personnes qui s'approvisionnent habituellement auprès d'un fonds de commerce en raison de la compétence ou du savoir-faire des commerçants. Tandis que l'achalandage est constitué de la clientèle de passage attirée par la commodité ou la proximité de l'établissement. Au terme de l'article 80 du Code de commerce, le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage. Donc la clientèle est l'élément essentiel du fonds de commerce. Sans clientèle, un fonds de commerce n'a aucune valeur commerciale. Si la clientèle est un élément essentiel des fonds de commerce, ce n'est cependant pas un élément suffisant. Il faut en effet à la clientèle un point de fixation, un emplacement, bail commercial ou un signe de ralliement non commercial aux marques. En ce qui concerne le bail commercial, il est le contrat par lequel le commerçant prend en location les locaux nécessaires à l'exploitation de son activité commerciale. Il a une valeur souvent importante. C'est pourquoi il est soumis à un statut particulier régi par la loi numéro 4916 relative au baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal du 11 août 2016 et entré en vigueur le 11 février 2017. Cette réglementation avait pour principal but la protection des fonds de commerce et des locataires contre les évictions abusives. En effet, le locataire peut invoquer le droit au renouvellement des bails s'il justifie d'une jouissance consécutive des locaux au moins 2 ans en vertu d'un contrat de bail écrit. Si le bailleur refuse de renouveler le bail, il doit payer une indemnité d'éviction. Aussi, l'emplacement est un élément très important pour attirer les clients. Donc, si on veut revenir un petit peu à l'exemple que j'ai cité, le cas de la boulangerie de tout à l'heure, si vous la déplacez ailleurs dans un autre endroit, par exemple dans une rue secondaire, il peut risquer de perdre une partie de ses clients. C'est pour cela que l'emplacement est un élément constitutif et important des fonds de commerce. Pour attirer plus de clientèle, le fonds de commerce doit être individualisé par le nom commercial. Le nom commercial individualise le commerçant, entrepreneur individuel ou société, tandis que l'ancien localise géographiquement l'établissement. La marque qui distingue les produits au service de l'entreprise est un droit de propriété industrielle et sera étudié ultérieurement. Le premier élément d'individualisation du fonds de commerce est le nom commercial. Il désigne le commerçant ou la société ou pour les sociétés civiles de raison sociale. C'est le nom sur lequel l'entreprise exerce son activité. Alors que le nom civil est un droit de la personnalité et ne peut être cédé, le nom commercial est un élément du fonds de commerce et peut être transmis avec loué ou à titre isolé. Le nom commercial est donc un objet de propriété incorporelle. Celui qui use d'un nom commercial et d'une enseigne a le droit d'en interdire l'usage à d'autres en cas de risque de confusion. Le deuxième élément d'individualisation du fonds de commerce, l'enseigne commerciale. Il permet d'individualiser non pas l'entreprise mais son établissement géographique. Sa réglementation est identique à celle des noms commerciaux. L'enseigne qui distingue le lieu d'établissement de l'entreprise peut être constituée d'un emblème, d'un signe ou d'un mot. Comme le nom commercial, c'est un objet de propriété incorporelle, cessible à titre isolé ou avec le fonds de commerce. L'enseigne est protégée par l'action en concurrence déloyale aux mêmes conditions que le nom commercial. Il existe d'autres droits qui sont importants pour l'exploitation du fonds de commerce, à savoir les droits de propriété industrielle.
Ils font partie d'un ensemble plus vaste nommé propriété intellectuelle, composé des droits de propriété industrielle, des droits d'auteur et de savoir-faire, qui résultent tous d'une activité intellectuelle. La propriété industrielle comprend principalement les brevets d'invention, les dessins et modèles, les marques de fabrique, de commerce et de services. Les droits de propriété industrielle sont donc des éléments classiques de la vie des affaires. On distingue deux catégories, des droits sur des créations nouvelles et des droits sur des signes distinctifs, soumis à un régime spécifique. Donc, le premier élément des droits de propriété industrielle, c'est le brevet d'invention. Un inventeur qui souhaite protéger son invention doit la faire breveter. Sont brevetables les créations impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. Par exemple, la découverte d'un produit nouveau ou d'un nouveau procédé de fabrication. Le droit correspondant à ces créations est accordé à l'inventeur et qui est délivré sur sa demande à un titre administratif. Appelé brevet d'invention, lui attribuant un monopole d'exploitation de l'invention pendant une durée de 20 ans, non renouvelable. L'obtention des brevets permet à son auteur d'exercer en compensation de la divulgation de son invention un monopole de fabrication, d'utilisation et de commercialisation de son invention pendant une période de 20 ans. D'autres éléments de la propriété industrielle, il s'agit des marques de fabrique et de services. La marque permet à une entreprise, en utilisant un signe quelconque, de se distinguer des autres. On peut distinguer deux marques, la marque nominale et la marque figurative ou emblématique. La marque nominale, il peut s'agir d'un nom patronymique, géographique, dénomination de fantaisie ou encore d'une marque de distribution. La marque figurative ou emblématique. Il peut s'agir dans ce cas de la forme du produit, de son conditionnement, par exemple la bouteille de la mayonnaise, par exemple, un logotype usuellement logo, par exemple le crocodile de Lacoste, etc. De la combinaison ou de la disposition des couleurs, la marque est protégée après son dépôt s'il se distingue des autres. Ainsi, l'utilisation d'un terme générique ne peut pas considérer comme une marque. De même, une marque comportant des indications propres à tromper le public ne peut pas être enregistrée. Exemple, Borax pour une margarine. Le propriétaire de la marque a les mêmes droits et les mêmes obligations que le propriétaire d'un brevet. La durée de la protection est de 10 ans, mais des dépôts successifs permettent de conserver indéfiniment la propriété de la marque. Donc, à l'inverse du brevet d'invention, qui est protégé pour une durée de 20 ans, donc la marque elle est protégée pendant une période de 10 ans renouvelable indéfiniment. Les autres éléments de la propriété industrielle, on distingue les dessins et les modèles. Ce sont des créations à caractère ornemental, consistant en des dessins et modèles qui donnent à l'objet un aspect extérieur spécifique et nouveau. L'effort créateur est ici dans la décoration et le goût. C'est pourquoi l'on parle à propos des dessins et modèles de l'art industriel. L'auteur des dessins ou des modèles reçoit un droit exclusif à la suite d'un dépôt auprès de l'organisme chargé de l'enregistrement et de la protection de la propriété industrielle. Les dessins et modèles sont très importants pour l'industrie, des carrosseries, des meubles, des tissus, etc. D'autres éléments qui sont importants pour l'exploitation du fonds de commerce, il s'agit des autorisations d'exploitation. L'exercice de nombreuses professions commerciales aujourd'hui s'est borné à l'octroi d'autorisations administratives qui portent d'ailleurs en pratique des noms divers: licence, agrément, autorisation,
Tel est le cas par exemple des professions de transport, de pharmacie. Certaines de ces autorisations ont un caractère personnel. Par exemple, licence d'exploiter une pharmacie. Les licences se sont délivrées que moyennant certaines conditions de capacité. Étant personnelles, elles ne font pas partie de l'entreprise et ne peuvent pas être cédées. Certaines autorisations, au contraire, ne présentent aucun caractère personnel. Ces autorisations sont cessibles isolément ou simultanément aux autres éléments d'exploitation. Enfin, on procédera à l'étude de la nature juridique des fonds de commerce. La nature des fonds de commerce fait l'objet de controverses en doctrine. Certains le considèrent en effet comme une universalité juridique, un patrimoine d'affectation doté d'un actif et d'un passif propre, c'est-à-dire qu'il a une personnalité juridique propre et distincte des patrimoines de commerçants. D'autres estiment au contraire que le fonds de commerce constitue une universalité de fait, définie comme un assemblage de biens réunis par une personne pour servir une destination commune et exclusive de toute idée de passif propre. En d'autres termes, il est composé d'éléments actifs matériels affectés par un commerçant à l'exploitation de son activité commerciale. Enfin, une dernière catégorie d'auteurs propose de voir le fonds de commerce comme un droit de clientèle. Ce droit de clientèle est un droit incorporel. C'est un droit analogue à celui que confère la propriété industrielle et commerciale. La propriété que possède un commerçant sur son fonds de commerce réside de la façon par laquelle le commerçant met en œuvre les différents éléments de son fonds pour attirer et attirer la clientèle. C'est cette organisation intellectuelle qui confère le droit de la clientèle. C'est en tant que tel que le fonds de commerce est protégé par l'action en concurrence déloyale. Le droit marocain vient de confirmer en partie cette théorie en définissant le fonds de commerce ou un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble des biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales et en insistant sur le caractère obligatoire de la clientèle. Donc c'est la fin de notre cours. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.